Ok, dans la dernière fois, on s'était séparés en fait sur les templates. En fait, l'objectif du chapitre, ce dernier module était de voir les notions complémentaires en ce qui concerne en fait, les notions complémentaires qui concernent il dit quoi, le C++, comme on l'avait dit. Notamment, on devait voir plus tard les HTL, la librairie standard, où nous allons voir tout ce qui concerne les vecteurs, enfin, les nouvelles notions qui avaient été ici ajoutées à, je vais dire ça comment, les nouvelles notions qui avaient été ajoutées à machin, comment on l'appelle, à C++. Donc, par exemple, pour les tableaux, nous avons vu la dernière fois, on avait parlé des tableaux. Il y a des syntaxes que vous demandez de ne pas utiliser. On avait vu par exemple les conteneurs. On va voir les conteneurs également. Et plusieurs autres choses. Donc, la dernière fois, on avait essayé un peu d'expliquer pourquoi est-ce que les templates sont nés. On avait pris un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple qu'on avait pris. On avait pris l'exemple, par exemple, d'une fonction qui devait faire quoi? Une fonction, par exemple, qui devait retourner, par exemple, le maximum de deux entiers. J'étais en train de dire qu'au niveau de ce module, ça c'était le dernier module de notre cours en ce qui concerne le C++. Après ce D'accord. module, on va plus insister sur les. C'est vrai que ce n'est pas fini, il y aura la partie réseau qu'on pourra voir, comment est-ce qu'on communique en réseau, comment fait ce qu'on on va faire les streams. Mais ça, c'est la dernière partie en ce qui concerne les syntaxes. J'ai bien dit, au départ, il a rappelé les objectifs de ce module. La programmation générique, on va faire ce qu'on appelle la programmation générique, la généricité. C'est-à-dire quoi? Implémenter en fait des fonctions et des classes pouvant utiliser n'importe quel type de données. Vous vous rappelez bien. Et on va également introduire la STL. La STL, par exemple, contient ce qu'on appelle un. Enfin, c'est une librairie en fait qui contient un ensemble de structures de données classiques et des algorithmes pour pouvoir les manipuler. Lorsque vous allez vous déclarer par exemple les vecteurs, un vecteur, c'est ce qu'on appelle une structure de données. Et lorsqu'on parle de structure de données en informatique, ça fait référence à la manière d'organiser et de stocker des données pour pouvoir les manipuler efficacement. C'est ça ce qu'on appelle les Mm. structures de données. Donc, c'est comment est-ce que vous devez en fait organiser vos données, pour les stocker et comment vous allez les manipuler. C'est ça qu'on appelle une structure de données en informatique. Et maintenant, la STL, la Standard Library, lui alors, en C++, les créateurs ont donc fait quoi? Ils ont donc créé un ensemble de structures de données. Si vous vous rappelez de la définition qu'ils viennent de définir, vous allez voir que on a dit qu'ils ont créé un ensemble de structures de données. C'est-à-dire qu'ils ont créé des choses qui permettent de pouvoir gérer plusieurs autres éléments. Par exemple, pour vous gérer les piles, on aura une structure de données pour gérer les piles. Vous connaissez très bien la notion de pile. Je vous ai fait implémenter en fait les piles la dernière fois. Oui, c'est le premier entrée, non, le dernier entrée, le premier sorti. Voilà. Alors, lorsqu'on vous dit premier entrée, une pile, on empile. Une file, on enfile. Vous voyez que ils ont des descriptions. Et maintenant, pour ne pas réimplémenter ça à chaque fois, on a directement créé quelque chose qui va nous permettre de manipuler ça à chaque fois. On sera en face de ce type de problème. C'est ça qu'on parle de structure de données. Pour faire référence donc ici à la manière dont on organise et stocke nos données. Comment vous organisez et stockez vos données afin de pouvoir les manipuler après. Par exemple, je prends le cas d'une file. Comment est-ce que vous allez euh, stocker vos fils et comment vous allez les manipuler? Donc, par exemple, en C++, il y a déjà une structure de données qui a été définie, qui s'appelle peut-être stack, pour gérer les piles. Et maintenant, à côté de cette structure de données-là, il y a un ensemble de méthodes qui ont été créées pour pouvoir manipuler dans les piles. C'est la même chose, par exemple, avec les vecteurs. Un vecteur en C++, c'est une structure de données qui permet de faire quoi? Qui permet de manipuler plusieurs éléments sous forme de tableaux. C'est pour ça qu'on parlait de tableaux, entre parenthèses, tableaux dynamiques. Donc, en informatique, lorsqu'on va parler de structure de données, ça ne veut pas simplement dire que c'est les tableaux, non. Le tableau est une structure de données. Donc, le tableau fait partie des structures de données. À côté des tableaux, nous avons ce qu'on appelle des listes. La liste également, c'est une structure de données.
On a par exemple également les piles, on aura les fils, on aura les arbres, on aura les graphes, on aura les ensembles, on aura les dictionnaires, on aura les listes chaînées, on aura les tables de hachage. Là, ce sont les structures de données en informatique. Et on utilise ces structures de données-là suivant le problème qui se présente devant nous. Par exemple, pour les graphes, on pourrait utiliser les graphes. Lorsqu'on est, on est par exemple dans un jeu de stratégie où il faut chercher le chemin le plus court, forcément les graphes vont être utilisés. On aura les arbres également qui pourront être utilisés, dépendamment du problème qu'on est en train de vouloir résoudre. Enfin, c'est pas compliqué. Dès que vous connaissez la structure, en fait, si on a appris le C++, vous maîtrisez le C++, si je vous décris le fonctionnement des arbres, vous êtes censé l'implémenter en fait. C'est juste que vous n'allez pas reprendre l'implémentation chaque fois, puisqu'il y a déjà une structure de données qui gère ça. Mais c'est juste que, normalement, puisque vous avez appris le C++, vous avez appris le JavaScript, vous avez appris le Java, normalement, si vous décrit le fonctionnement, par exemple, d'un arbre, vous devez l'implémenter. C'est la même chose, par exemple, pour les piles. La dernière fois, je vous ai décrit dans un exercice comment les piles fonctionnent. Vous avez écrit le code, vous voyez un peu. Mais nous, on ne va pas réécrire à chaque fois, puisque ce sont des structures de données déjà connues. C'est ça qu'on les appelle les structures de données, parce qu'elles sont déjà connues. Donc, du coup, ils ont une implémentation déjà des fonctions qu'on peut appliquer directement lorsqu'on a déclaré un élément comme étant une structure de ce type en question. En fait. Donc, on va voir un ensemble d'algorithmes et de structures de données pour manipuler les données en ce qui concerne le C++. Et lorsqu'on se séparait la dernière fois, on avait parlé, on avait essayé un peu d'introduire les templates, notamment en donnant cela le principe. Premièrement, lorsqu'on Oui, parle de templates, c'est pour factoriser le code. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple, par exemple, d'une fonction. On peut vous dire, par exemple, écrire une fonction qui permet de retenir le maximum de deux chiffres. Après, on vous demande d'écrire une fonction qui permet de retenir le maximum de deux chaînes de caractères, mais de deux caractères. Vous voyez que les deux ont un point en commun. Ils retournent quelque chose. Oh, c'est le type qui diffère. Vous voyez. oui, Donc, par exemple, le premier qui retournait le maximum entre deux entiers, le deuxième qui retourne le maximum entre deux caractères. Vous voyez que la différence au niveau de la fonction, ce n'est que le type de retour qui va changer. Premièrement, c'était pour vous montrer un peu la factorisation du code. Tout à l'heure, il devait écrire deux fonctions qui devaient faire presque deux mêmes choses. Alors, avec les templates, on va factoriser cela. On va juste écrire une seule fonction et on va faire que le type de retour sera générique. Même les paramètres peuvent être génériques, le type de paramètres. C'est donc ça, les templates. Raison pour laquelle on va vous dire que les templates, c'est une manière, en fait, c'est une technique qui permet de factoriser votre code. Et la factorisation du code ici, là, est différente de celle de l'héritage. Vous vous rappelez très bien de l'héritage. L'héritage en programmation orientée objet était une manière de factoriser le code. J'espère que vous mm, savez ça. Parce qu'on avait oui, quoi? On avait une classe mère et une classe fille. Au lieu de les mélanger les deux, on décidait de les diviser. On faisait hériter la fille de la mère. Grâce au template, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir paramétrer les définitions de nos fonctions et de nos classes. Paramétrer, ça veut dire quoi? Au niveau, par exemple, d'une fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la fonction ci va retourner tel type selon telle condition. La classe ci sera de tel type selon telle condition. C'est pour ça qu'on va parler ok, de types génériques. Donc, les types, par exemple, de retour, ou alors les types des paramètres seront génériques. C'est à la compilation, en fait, que le type va être remplacé par ce qu'on appelle un type effectif. Donc, s'il y a déclaré une fonction, par exemple, qui est générique, c'est à l'appel de la fonction, c'est-à-dire quoi, l'exécution, que le type effectif sera passé. La dernière fois, on s'était donc arrêté sur la syntaxe. Comment est-ce qu'on déclare donc ici un template? Et le premier template que nous avons fait, c'était quoi? C'était un template sur les fonctions. Parce qu'on a plusieurs templates. On va faire deux types de templates. Les templates sur les fonctions et les templates sur les classes. Lorsqu'on dit template sur les classes, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Peut-être le type, la classe sera générique. Le nom de la classe, le type de la classe sera générique. Le type de la fonction sera générique. Les paramètres seront génériques. Par exemple, sur la classe, ce sera peut-être des paramètres qui seront génériques. Donc, avec les fonctions, on va parler plus de type générique. Pour l'exemple, là, par exemple, ce qu'on avait commencé, c'était la syntaxe en ce qui concernait la classe qui vient de vous présenter. Donc, le maximum. Par exemple, pour notre fonction, donc, par exemple, voici la fonction de base. Si on veut avoir le maximum de deux entiers, on va faire int x et int. Lorsqu'on a une seule instruction, on peut omettre mm, les accolades, quoi.
I. Voilà ma fonction de base, int maximum. Oups, maximum, maximum. Donc, normalement, on va signer la fonction qui retourne le maximum entre deux entiers. Donc, les paramètres sont de type entier. Et le type de retour est un entier. Le principe, c'est de faire quoi alors? On veut par exemple pouvoir utiliser cette fonction-ci pour faire la même chose en ce qui concerne les doubles. Vous vous rappelez très bien le type double. Même chose, Mhm. on veut également utiliser cette fonction-ci pour les strings, ou encore pour les classes, pour les objets de type classe. Quelle est la première solution? C'est de faire quoi? Si on ne connaissait pas les templates, une première solution sera de faire quoi ici? Avec ce que nous avons fait, ça fait appel à quoi? C'est la surcharge. Il fallait surcharger la fonction en fait. Oui, c'est ça. En surchargeant la fonction, il y a ce qu'on a, le code est dupliqué, donc du coup, il y a une répétition, le code ne sera pas refactoré. Vous voyez que ça cause un Mm. problème. Vous voyez, on a une même fonction plusieurs fois enfin, la fonction est surchargée, mais ça ne résout pas le problème. C'est la raison pour laquelle on a fait appel ici là au template. Donc, grâce au template, on ne va pas surcharger. D'accord. On va utiliser ce qu'on appelle les types génériques. C'est-à-dire quoi, les templates. Donc, on va écrire un template de fonction. C'est-à-dire qu'on va écrire une fonction où le type de retour sera paramétré et le type des paramètres également sera paramétré. Et en le faisant, on va répondre donc à la question de base. Et c'est ça que nous avons fait la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on veut déclarer un template de fonction, la syntaxe voudrait quoi? On précise d'abord, on utilise le mot-clé template. Lorsqu'on dit template, entre les. J'oublie tout son nom. Entre les. On les appelle comment encore? Les chevrons. Entre les chevrons, on définit le type name et on met on déclare le type. On a mis T. T, c'est juste une variable, quoi. Mais la syntaxe, c'est template. On ouvre les accolades. Le type name, on met T. Je pourrais mettre D. C'est le nom que je donne à mon type, en fait, pour dire que le type sera. On aura un type, en fait, paramétré. Donc, le T, si c'est mon type. Donc, quand j'ai déclaré mon type T, je peux donc donner ce type-là à ma fonction. Ma fonction s'appelle maximum. Et puisqu'elle va retenir une valeur de type paramétré, mon T, c'est donc T, mon type. Donc, je retourne T ici, là. Et au niveau également de mes paramètres, qu'est-ce que j'ai? Et mon type. Donc, le paramètre X sera de type T et le paramètre Y sera de type T. Je peux retenir donc ma fonction ici, là. Et donc, normalement, si, avec ce qu'on a fait, si on compile, normalement, ce n'est pas censé déranger. Vous voyez? Donc, après, si je appelle avec n'importe quel type, ça va fonctionner. Donc là, ça va fonctionner parce que dans le main, qu'est-ce que j'ai fait dans le main? Dans le main, j'ai déclaré la variable de type A et B de type int. Même chose si utiliser C et D plutôt, ça va se faire. Si utiliser également des strings, ça va également fonctionner. Vous voyez, ça a pris pour les deux que j'ai déclarés. Vous voyez, Ouais. c'est assez simple. Là, ici, c'était la syntaxe où j'ai commenté là en fait ce que j'expliquais plus haut. Comment on déclare donc ici là les templates. Si on a plusieurs, donc comme déclare les templates, c'est quoi? On va mettre template, on va déclarer tous les types. Si ma fonction utilise plusieurs types, qu'est-ce que je fais? Je prends ici un paramètre, donc ici là de mon template, tous les différents types de ma fonction, de ma fonction en fait, puisque nous sommes premièrement sur les templates de type E. Pour les fonctions de template, les templates de fonctions, autant pour moi. Donc, ce qu'il faut retenir, Mhm. c'est quoi? C'est que la fonction, le template, ici là n'est pas une fonction, mais c'est un modèle de fonction. Donc, ce qu'on crée ici, en fait, n'est pas un template, c'est un modèle qu'on est en train de créer. Et à l'appel, donc, le type qu'on va passer sera effectif. À la compilation, autant pour moi, à la compilation, le type qu'on passe là va être effectif. Tous les types qu'on a pris en paramètre seront effectifs. Lorsqu'on va faire l'appel, par exemple, dans notre cas, au premier appel, on a fait le premier appel, maximum AB. Le type effectif, c'est quoi? C'est int. Au deuxième appel ici, le type effectif, c'est quoi? C'est double. Si on veut retenir au maximum, qu'est-ce qu'on va dire?
Lorsqu'on voulait déclarer une fonction, une template de fonction, c'est classique. Vous déclarez de la même manière que vous déclarez ici une fonction classique. Donc, il y a toujours un type de retour, éventuellement, et les paramètres. La seule différence, c'est qu'ici, là, on aura ici, là, la déclaration des paramètres template, qu'on a montré ici, là. Et la déclaration des paramètres template se met toujours en haut de la fonction. Et on va prendre en paramètre tous les paramètres qu'on veut. Si dans ma fonction, comme j'ai rappelé tout à l'heure, si j'ai plusieurs types utilisés dans ma fonction, alors il faudrait que je prenne ici, là, tous ces types-là. Au niveau du template, vous pouvez ici, là, paramétrer une fonction par un ou plusieurs types, Mhm. bien par un ou plusieurs classes. Je vais t'expliquer que lorsque vous voulez déclarer une fonction, une template de fonction, c'est-à-dire un modèle de fonction, qui va utiliser plusieurs types, peut utiliser un ou plusieurs types. Premièrement, faites quoi? Vous passez template, vous précisez tous les types qui seront utilisés dans votre fonction. Et après, qu'est-ce que vous faites? Au niveau du type de retour, si le type de retour était paramétré, alors vous mettez le paramètre correspondant au type de retour. Dans ce cas-ci, par exemple, si j'ai peut-être un, 2, 3, 4 paramètres, je peux décider par exemple que le type de retour sera S. Il est le type par exemple Ah oui, d'accord. Je viens de des comprendre. paramètres sera peut-être S S et T. Et à l'intérieur, il peut me décider que il y aura un calcul à l'intérieur qui va se faire et le type de retour de ce calcul-là sera peut-être U. Donc Hmm. tout ça dépendra en fait de vous lorsque vous serez en train de travailler. Ok. Chaque paramètre template doit être utilisé au moins une fois, comme étant le paramètre de la fonction. Donc, la première règle, c'est quoi? Lorsque vous déclarez un template de fonction et que vous précisez un paramètre, comme ici par exemple, tous les paramètres en fait que vous précisez doivent faire partie ici des paramètres de votre fonction. Donc, si vous avez déclaré au niveau de la syntaxe, au niveau de votre modèle, 10 paramètres, il faudrait qu'au niveau des paramètres de la fonction, ces 10 paramètres puissent apparaître. Donc, tous les C'est clair. paramètres qui sont passés au template doivent être passés ici comme paramètres directs de la fonction. Bon, et à l'intérieur, c'est classique, vous pouvez utiliser comme vous ne pouvez pas l'utiliser. Et d'office, ils doivent être pris en paramètres en paramètres. Alors, à l'intérieur, ils sont utilisés comme dans les fonctions classiques. Également, il y a une autre subtilité. Dans le cas où vous avez une version template et une version classique d'une fonction qui cohabitent, c'est la fonction ici là, classique qui va être appelée. Un cas simple. Par exemple, là, j'ai celui-ci, j'ai ceci. Voilà, vous voyez que j'ai deux fonctions qui cohabitent. J'ai la fonction template maximum et j'ai la fonction maximum. Quelle remporte, celle-ci va être appelée par rapport à celle-ci. Si en fait le paramètre passé correspond également, bien évidemment, au paramètre qu'on a mis ici en fait. Dans le cas, par exemple, où dans votre programme, en fait, vous avez une fonction, vous avez une version template, comme dans mon cas, il y a une version template de la fonction maximum, il y a une version classique. Version classique pour dire quoi? La fonction est définie avec un type de retour connu et des paramètres de type connu. C'est ça qu'on appelle la version classique, en fait. Ça, c'est ma version classique. Voilà, maintenant, ici, c'est la version template. On est en train de dire ceci. Si vous avez une version classique qui cohabite avec une version template, c'est la version classique, en fait, ici, que le compilateur va choisir. Il va le choisir quand? Si l'appel se fait en fait avec le type convenable. Donc, lorsqu'il va faire appel à maximum avec des chaînes de caractères, alors celle-ci sera priorité en fait. Le compilateur va faire appel directement à celle-ci. Donc, si on appelle la fonction maximum avec des strings, alors directement la fonction classique va être forcément appelée. Donc, c'est vrai que les templates sont beaucoup plus utilisés lorsque vous créez des gros programmes, mais c'est toujours important. Lorsqu'on va voir par exemple Java, vous allez voir qu'en Java, c'est très facile. En Java, vous n'avez pas besoin de redéfinir vous-même, de créer vos templates. Java a déjà fait ça pour vous. Donc, Hmm. voilà les avantages de Java. Puisque Java est né après le C++. Java prend le C++, il l'améliore. Maintenant, c'est un peu comme les pointeurs. En Java, il n'y a pas de pointeurs. Comme en C++ qu'on peut commencer. Parce que lui, il a fait ça derrière. Donc, il a caché la notion de pointeur à l'utilisateur. Même chose pour la généricité. On va bien faire la généricité en Java, mais la généricité en Java n'est pas comme ici que nous créons nos types génériques. Bon, là-bas, c'est déjà défini en arrière-plan.
Vous allez juste faire des appels, en fait. Alors, une autre remarque très importante lorsque vous faites les templates, lorsque vous déclarez vos templates, la déclaration et l'implémentation, en fait, vous devez regrouper tout cela dans un même fichier. OK. Très important. Donc, si vous ne le faites pas, le compilateur aura des soucis à pouvoir instancer la fonction selon les types de paramètres qui seront utilisés. Donc, si vous voulez respecter cela, il faudra toujours ici là que votre déclaration de votre template de fonction soit dans le même fichier que l'implémentation de votre template. Lorsque vous créez une template de fonction, la déclaration et l'implémentation doivent se faire dans le même fichier. Si vous l'avez fait dans un fichier .h, si vous avez déclaré dans un fichier .h, vous serez obligé en fait de l'implémenter directement dans le fichier .h. C'est ce qu'on veut dire. Donc, vous ne pouvez pas mettre dans le .h et venir dans le .c, juste .cpp, faire l'implémentation. Ça va causer problème au niveau de la compilation en fait. Donc, le compilateur ne saura pas vraiment ce qu'il va instancier à partir d'où. C'est l'une des conditions qu'il faut. Enfin, c'est l'une des remarques très importantes. À côté maintenant des templates de fonctions, on peut également utiliser dans une template de fonction les classes. Voilà, parce qu'une classe, c'est comme un type qu'on crée. Donc, si on a créé une classe qui est un type et qu'une variable, voilà, un attribut peut être d'un type classe, alors forcément, dans un template de fonction, on peut également avoir un template de classe. Si par exemple, dans notre cas, par exemple, on a notre template, si on définit en fait un template de notre fonction maximum si, avec un paramètre par exemple de type classe. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, il faudra obligatoirement que la classe qu'on va définir comme étant un type que va utiliser notre fonction. Donc, la classe là doit obligatoirement ici là avoir une version surchargée de notre opérateur. On appelle quoi là? C'était quoi la sortie ou l'entrée? L'entrée standard. Ou alors le chevron fermant. Donc, forcément, si on ne surcharge pas ça, ça va causer problème. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si on veut surcharger ça, si on veut par exemple créer un type de fonction avec un type de classe, qu'est-ce qu'on aura? Bon, là, il veut écrire ça ici là, pour que vous puissiez bien voir. Un template de fonction. Donc, voici l'exemple que je vous présentais tout à l'heure. Donc, voilà un exemple palpable. Là, par exemple, on a un template avec peut-être une classe T. Mhm. Donc, là, la classe, c'est la classe en fait qui sera notre, comment, qui sera notre type. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est le même principe. Mhm. On aura donc ici là, bien évidemment, le T comme étant le type de retour, puisque ce sera la classe. Et il y aura également le type qui va être utilisé pour les différents paramètres. Donc, ça, c'est la syntaxe. Donc, maintenant, forcément, si on a déclaré une template classe, il va falloir définir le template de la classe, puisque c'est la classe, il va falloir redéfinir ça. Il va falloir créer le template, celui-ci, parce qu'il n'existe pas, puisqu'on a utilisé une classe. Ça veut dire qu'il est paramétré, donc du coup, il va falloir le créer. Et pour créer un template de classe, c'est le même principe que les fonctions. On va toujours faire précéder en fait la déclaration de la classe par celle des paramètres template, comme on l'a fait plus haut. Donc, vous voyez, au niveau de la syntaxe, quand on faisait, on mettait toujours template, on précisait les types, tous les types qu'on va utiliser dans notre template. C'est la même chose pour les classes. Donc, si on a fait par exemple là, si on a fait par exemple au template de classe, le même principe, on va toujours faire template. Bon, c'est la même chose. On fait toujours template. On précise en fait tout, les types qu'on va utiliser. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les méthodes de notre classe ne doivent pas nécessairement utiliser ici là, le paramètre template. Ça se comprend. Les Puisque dans méthodes une de... classe, puisque dans une classe, nous avons des méthodes obligatoirement. Bon, pas obligatoirement. On a toujours une méthode obligatoire qui est le constructeur. Et maintenant, on vous dit que les méthodes en fait de la classe ne doivent pas nécessairement utiliser les paramètres template. C'est la différence en fait des fonctions, des templates de fonctions. Dans les templates de fonctions, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que euh, le paramètre, en fait, les paramètres doivent obligatoirement, en fait, les types des templates, le type va obligatoirement, en fait, être
le paramètre de la méthode. Alors, au niveau de la classe, on vous disait là que la classe n'est pas obligée en fait. Les méthodes de la classe ne sont pas obligées d'utiliser les types de notre template. On a déclaré un template de fonction et parmi les règles, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque vous déclarez un template de fonction, vous précisez le type qui sera paramétré. J'ai pris ça comme un type, j'ai pris comme T, un paramètre, c'est une variable. Alors on vous dit que le type ici que vous avez pris ici là va être déclaré obligatoirement en fait comme paramètre de la fonction. Donc tous les paramètres de la fonction doivent avoir les variables du type paramétré obligatoirement. Si vous dites T, si vous dites type name T, ça veut dire quoi? Le T va représenter un seul type, pas tous les types. Je ne sais pas si un seul type à l'appel en fait. Donc regardez par exemple ici. Le T, lorsqu'on fait appel à maximum euh, AB, A est de quel type? Int, non? Ouais. Donc Oui. ça veut dire que le T sera un int. Alors je peux vouloir écrire une fonction qui va prendre un int et un double, ou bien qui va prendre un double et un string. On sait d'office que le maximum c'est le maximum de deux choses de même type. On sait ça d'office. Donc on n'a pas besoin de prendre encore un autre type en plus. Parce qu'on sait d'office que le maximum c'est pour deux éléments de même type. C'est un peu comme si vous avez une classe par exemple personne. On sait d'office que si on veut comparer on compare deux personnes, donc on n'a pas besoin de prendre une personne, peut-être un humain et un animal. Donc, par exemple, on a une classe animal et on a une classe personne. Est-ce que si on veut comparer deux personnes, vous allez prendre un animal en paramètre? Ok, donc vous allez Mm. prendre plutôt deux personnes. Or, maintenant, si vous voulez comparer, si on arrive dans un cas où vous voulez comparer, par exemple, si on a deux types, on a par exemple un étudiant, on a une classe étudiant et on a une classe enseignant. On veut comparer un étudiant et un enseignant. Vous voyez que là-bas, d'office, votre classe, votre type, votre template va prendre deux tab name. Il y aura le tab name étudiant, le tab name enseignant. Donc, à chaque fois, on pourra Mm. comparer un enseignant. Par exemple, dans notre projet, par exemple, on peut avoir un étudiant, on peut avoir un enseignant, on peut avoir des voitures. Donc, on peut vouloir comparer deux types à chaque fois. Vous voyez que forcément, il va falloir prendre les deux types en paramètre. Ça peut être la comparaison d'un enseignant et un étudiant, ça peut être la comparaison d'une voiture et un enseignant, et vice-versa. En ce qui concerne le template, la déclaration des templates des classes, c'est le même principe que pour les. C'est la même manière, hein. C'est le même principe que pour les méthodes. Donc, on écrit toujours dans le même fichier. Et la seule différence, c'est que, en ce qui concerne les templates de classe, on ne peut pas les déclarer, autant pour moi, dans le header, en fait. On ne les déclare pas dans le header. Donc, en fait, vous ne pouvez pas déclarer, par exemple, le template dans un header et l'implémenter les méthodes dans un fichier source. Donc, toutes les méthodes doivent être déclarées à l'intérieur du header et implémentées également dans le même header. Ce n'est pas comme les classes classiques où vous pouvez déclarer et aller dans le fichier source pour les implémenter. Donc, avec les templates, tout se passe dans le même fichier. Pour monter tout cela, on va faire un petit exemple où nous allons créer. Peut-être, bon, on va prendre un tableau, on va créer un tableau, une classe. On va créer un template en fait de classe permettant de créer les tableaux. On peut essayer de simuler un fait la notion de tableau. Et notre tableau doit avoir un nombre quelconque, en fait, un type quelconque. Vous savez d'office que lorsqu'on parle de tableau en C ordinaire, les tableaux, c'est une suite de données dont les types, dont les éléments sont De même de type. même, de même type. Donc, d'office, c'est comme ça. Et on va essayer de simuler un peu cela avec les templates de classe. Donc, si on veut donc mettre en place un template de classe qui va permettre de créer des tableaux et dont on ne connaît pas le nombre d'éléments, bon, forcément, on va définir le nombre d'éléments. Qu'est-ce qu'on aura besoin? On va faire ça trivialement. Bon, je vais d'abord commencer. Je vais faire dans le même fichier directement pour ne pas. Si on veut créer une classe, une template de classe, forcément, c'est une classe. Et une classe à quoi? À des méthodes. Oui. Parmi lesquelles on a quoi? On a le constructeur par défaut, un destructeur, et on peut avoir une surcharge d'opérateurs. Nous, par exemple, on va essayer de faire la surcharge de l'opérateur
d'indexation. Donc, si on veut le faire, qu'est-ce qu'on fait là? On respecte juste la syntaxe. On va faire déclaration d'un template de classe. Un template de classe pour gérer, pour créer des tableaux. Bon, ça, c'est très simple, hein. Par la suite, par dans les exercices, je vais vous donner des problèmes réels où vous allez voir à quel moment on peut vraiment utiliser ce type de notion-ci, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord déclarer notre classe, bien évidemment. La syntaxe voudrait qu'on fasse quoi? On utilise d'abord le mot-clé template. On ouvre nos accolades. Autant pour moi, on ouvre nos chevrons ouvrant. On les ferme directement, chevrons fermant. À l'intérieur, on précise nos types. Alors, on a dit que notre tableau, ce sera un tableau d'un type défini donné. Donc, on n'a pas besoin de plusieurs types de tableaux à un seul type. On sait d'office cela, en fait. Donc, c'est une classe. On mettre classe. Si c'était pour une fonction, on devait mettre type name tout simplement. Notre type sera par exemple T. Et on crée le tableau de manière classique, comme on le crée souvent. Immédiatement, mon point virgule, je continue. Alors, on a dit que c'est un tableau. Notre classe va permettre de faire quoi? De créer des tableaux. Si on veut créer des tableaux, ça veut dire quoi? On aura le nombre de tableaux et on va retourner un tableau d'un certain type, qui sera le type paramétré en question. Est-ce que vous voyez un peu, est-ce que vous comprenez? L'objectif, c'était de faire quoi? De créer une classe template qui permet de créer des tableaux d'un certain type. Mhm. C'est le type là qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, raison pour laquelle on prend comme template la classe, c'est le type là, c'est le type si qu'on ne connaît pas, qu'on va prendre comme étant le type des éléments de notre tableau. Puisque c'est un tableau, comment on déclare les tableaux en C++? Puis tu déclares le pointeur vers le premier élément et on sait qu'on a créé un tableau. On va l'appeler par exemple étape. Et puisqu'un tableau a toujours un nombre d'éléments, on prend directement un nombre d'éléments comme étant ici là, un attribut en fait de notre classe. J'espère que c'est clair pour vous. Oui. Donc lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on a créé dans notre classe template. Est-ce que vous voyez? Vous voyez donc que notre classe template prend quoi? Un type donné. Il va créer un tableau, une classe tableau du type T. Vous voyez que c'est assez simple. Bon, pour compléter notre classe, il faut bien évidemment préciser les. Qu'est-ce que j'ai oublié? Hmm. Les visibilités. Ne pas oublier, ça c'est le premier principe d'encapsulation. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Il faut toujours préciser la visibilité. On veut créer donc ici là une template de classe en fait qui va permettre de créer des classes, des classes tableaux. À partir de notre classe, par exemple, là, on va créer plusieurs types de tableaux. Or, précédemment, on ne pouvait pas le faire. Pour le faire, il fallait créer à chaque fois une nouvelle classe tableau, par exemple, en dentier, tableau de string, tableau de double, ainsi de suite. Bien tableau d'étudiant, si on avait un type étudiant. Voilà, maintenant, avec les templates, qu'est-ce qu'on fait? On va juste créer un template de classe, c'est-à-dire un modèle de classe où on va juste passer le type et ça va créer le tableau de ce type-là. Voici les deux éléments qui nous intéressent, la ligne ci. Et à ce niveau-ci, on précise bien qu'on aura juste besoin de deux attributs, le nombre d'éléments et de notre tableau qui sera ici là. Puisque c'est un pointeur, donc forcément c'est un tableau, un pointeur. Et on va créer le tableau étant avec cela le nb pour dire que ce sera le nombre d'éléments de notre tableau. Si on veut l'initialiser en fait. Qu'est-ce qu'on va faire initialiser? Bien évidemment, pour initialiser, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'initialiser en fait dans le constructeur. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer notre constructeur là, bien évidemment étant public. Donc, tableau. Donc, on peut dire par exemple qu'on crée un tableau initial. Initialement, on va définir la taille égale à quoi? Mhm. À 1.
avoir la signature. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un destructeur. Bon, on va Mm. juste mettre qui dit que c'est. On se rappelle juste. Et on peut. Mm. Bon, tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai demandé on pouvait ici là, surcharger l'opérateur d'indexation pour pouvoir indexer très bien le tableau. Ah oui, c'est vrai. Donc, on a juste ces trois-là, trois méthodes classiques. Parce que on peut modifier l'indexation de tableau facilement. Et pour indexer, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on indexe un tableau, le plus souvent, c'est pour retourner une valeur du type. Est-ce que vous comprenez d'abord l'utilité de l'indexer? Parce que si on n'indexe pas, en fait, si on ne suggère pas le l'opérateur d'indexation, ça ne va pas marcher. Parce que lorsqu'on va vouloir indexer, il va vouloir retourner quelque chose qui n'est pas correct. Le compilateur va dire que c'est pas correct. D'office, qu'est-ce qu'on doit faire? On va suggérer l'opérateur pour que il puisse à chaque fois retourner un élément du type de notre tableau. D'accord. Donc là, par exemple, on a dit n égale à 1, ça veut dire qu'on veut créer un tableau de Un. taille 1. Ok. Voilà, maintenant, puisque notre tableau sera de type T, donc on retourne dans une référence de notre type de tableau. Sujet en fait l'opérateur d'indexation. Bon, j'ai du mal à prononcer souvent ce terme-là. Non, mais c'est clair. Euh, Alors, pour pouvoir indexer un élément de notre tableau, qu'est-ce qu'il faut prendre en paramètre? Juste son index. C'est assez classique. En fait, tout ce qu'on est tenté d'implémenter, là, en fait, c'est classique. Donc, on n'a pas besoin d'explication dessus, quoi. Donc, normalement, voilà ici les signatures que j'ai définies. Mais normalement, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Normalement, je suis censé. En fait, normalement, c'est bien de faire quoi? Notre première implémentation, normalement, qu'on doit faire, il faut qu'on définit, alors on implémente les méthodes dans la classe directement pour ne pas avoir de problème plus tard. Vaut mieux directement le faire directement dans la classe parce on peut toujours le faire ici et on peut ensuite l'implémenter. Ça ne va pas déranger parce qu'on reste dans le même fichier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça va marcher parce on va utiliser l'opérateur de résolution de portée pour faire référence au tableau directement dans le même fichier. Ça va fonctionner. Mais également, on peut directement implémenter également ici là comme j'ai fait. Je peux retirer les signatures, j'implémente directement. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas venir mettre dans un fichier .h et on s'en va dans un fichier autre implémenté. Ça ne fonctionnera pas en fait. Donc normalement, en fait, si je voulais faire comme ça, avec les signatures, qu'est-ce que je devais faire maintenant? Je devais donc aller ensuite les réimplémenter. Mais moi, je ne veux pas faire cela. Qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux tout simplement ici là implémenter chaque méthode. Donc, par exemple, au niveau ici là du constructeur, qu'est-ce que je fais? Je fais directement une affectation pour être assez véridique. C'est le constructeur. Vous savez à quoi c'est le constructeur? Il permet d'initialiser les attributs de Ah l'autre oui, je vois. classe. Qu'est-ce qu'on a besoin ici là pour pouvoir initialiser notre tableau? On a besoin de Bah, définir la taille du tableau premièrement. oui. Premièrement, on définit d'abord la taille du tableau. Ah oui, pardon. Obligatoire, non? Il faut Oui, d'abord bien sûr. définir la taille du tableau. On a dit que par défaut, le constructeur va définir la taille à, Un. à n. Or, là, quand on a dit n égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n prend la valeur 1 par défaut. Donc, si Ah à oui, bien l'appel, sûr. l'utilisateur ne définit pas, alors ça va construire sur un tableau de taille 1. Et puisqu'on a défini un tableau de taille n, on peut donc cela construire maintenant ce tableau. Et pour créer un tableau, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on fait? Tab égale à new t entre crochets nb. Exactement. Ça veut dire qu'on a créé un nouveau tableau
de type T, de taille NB. Amène tout point virgule et tout est OK. Vous voyez qu'on a fini avec notre implémentation. C'est assez simple, non? Alors maintenant, au niveau du destructeur, dès qu'il y a une new, il faut toujours détruire. Quand vous ne détruisez pas dans votre programme, sachez qu'il y a un PRT mémoire. Il faut toujours, après une new, faire un delete. Delete tab. Voilà. Lorsque vous ne le faites pas, en fait, votre mémoire RAM reste occupée jusqu'à ce que vous redémarrez la machine. Donc, faire un delete. Tab. Voilà. Lorsqu'on fait un delete de tab, ça va permettre de détruire l'objet à la fin. Alors, plus tard, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On a dit qu'on voulait surcharger l'opérateur. Alors, surcharger l'opérateur signifie quoi? Tout simplement retourner l'élément en position index. C'est simple comme bonjour. On prend l'indice, on retourne la valeur à cet index-là, en fait. C'est Oui, ça qu'on a donc là, surchargé. Parce que si on ne surcharge pas, ça va causer problème parce qu'on ne va pas connaître comment. Il ne va pas connaître ce qu'il va faire parce qu'il ne connaît pas le type. On va faire retourne de table de index. Et le tour est joué. Donc, en faisant ça, on dit c'est là qu'on a donc créé notre template. On a donc créé notre template de classe. Vous voyez que c'est assez facile. Vous allez voir, quand vous allez réfléchir sur certains projets, vous allez voir que c'est important. Je vous ai parlé des gros projets. Vous avez des projets, peut-être des logiciels qui vont gérer plusieurs types de données. Et il va falloir faire les comparaisons entre certains types. Vous allez voir, c'est toute une architecture en fait. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on fait un projet, c'est ce qu'on appelle l'architecture. On ne se lance pas dans un projet directement sans faire une architecture. Donc vous voyez, ma classe est correcte. Il n'y a pas, jusqu'à présent, il compile très bien. Bon, on peut faire un petit exemple pour voir si ça fonctionne correctement. On va par exemple créer peut-être un tableau de taille 10. Qu'est-ce qu'il faut d'accord. faire donc? Je vais appliquer. Qu'est-ce que je dois faire pour appliquer? Je vais créer un template, un modèle de classe pour créer les On tableaux. va... Comment il fait pour créer un tableau d'entier? Je veux créer un tableau d'entier de taille 10 et un tableau de double de taille 10 également. Au départ, on veut pouvoir créer des tableaux de types différents sans devoir à chaque fois dupliquer le code. Si je ne duplique pas le code, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que à chaque fois, il devait déclarer une classe pour les tableaux d'entier, une classe pour les tableaux de string, une classe pour les tableaux de double, et ainsi de suite, ainsi de suite. Or, mon objectif, c'était de faire quoi? De présenter ici là un template de classe qui va permettre de créer des classes tableaux. D'abord, on veut créer des classes tableaux d'un nombre quelconque d'éléments de tout type. Premièrement, un tableau, donc on fait tableau, puisque c'est un tableau générique. Tableau, c'est le nom de la Oui, classe, une classe, on a fait une classe générique. C'est-à-dire quoi, oui, ça, je l'ai compris. il faut préciser alors le type de données génériques de notre classe. Par exemple, vous avez dit comme, dites-moi ce que vous avez demandé de faire. Qu'est-ce que je me mets tableau égal? Tableau, Non, tableau A, la lettre A, ouais. enfin plus loin A, entre Mhm. parenthèses. Moi, je garde pas le nom par défaut, je dis 2. Alors, est-ce que c'est correct avec ce que nous avons fait? Est-ce qu'il va comprendre ce que vous avez dit? Vous pouvez retourner une dernière fois sur la structure, je suis vraiment désolée. Bon, je vous montre. Lorsqu'on a une classe paramétrée, ça veut dire qu'on a fait une classe générique. Il faut toujours préciser le type. Regardez, vous avez vu comme j'ai survolé, ça me met, non? Il faut toujours préciser le type. Regardez comment la classe se présente. Classe, c'est un peu comme si on a fait classe, tableau, et il faut préciser le type de données. Puisque la classe était paramétrée, si vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez dit tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Dans certains cas, il faudra
Ah, d'accord. redéfinir. Oh, qu'est-ce que je dois faire donc? Préciser mon type. Tout à l'heure, je parlais de la surcharge de paraméters de sortie standard. Notamment lorsqu'on a parlé en fait de la combinaison entre template de classe et template de fonction. Alors regardez ici par exemple, puisque notre classe tableau est générique, il faut donc préciser donc entre crochets là, son type, le type qu'on veut utiliser pour gérer la généricité. Notre cas, on veut créer un tableau de quoi? D'entier. Si c'est un tableau d'entier, vous mettez juste entier int. Vous appelez juste le constructeur. Les Enfin, vecteurs que vous voyez là, utilisent la généricité, c'est ce que vous voulez pas comprendre. On va arriver. oui, c'est ça. Un vecteur, c'est une classe générique qui a été créée en fait. Donc, lorsque je crée mon tableau int, je précise là le type. Mon type qui avait donné là, je déclare dans la variable qui va contenir mon tableau. Je passe en paramètre ce qu'on avait demandé. Je peux dire par exemple, c'est peut-être 10, un tableau de taille 10. Mais bien évidemment, mon point virgule. Là, j'ai donc créé un tableau de taille 10. Je peux faire la même chose, mais également pour un autre type, pour un double. Donc, je peux également créer un tableau de double. Vous voyez qu'à chaque fois, je modifie le type paramétré, donc, puisque la classe est générique, donc le type peut changer à chaque fois. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, pour montrer que ça fonctionne, on peut faire un affichage avec un for. On peut faire un for, par exemple, on va prendre un for int, i allant de 0 à. C'est une méthode, c'est une classe comme toutes les autres classes. C'est juste qu'au niveau du type qui est géré à l'intérieur de la classe, on a défini ça de manière générique. Dans tout le reste, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on appelle les méthodes en C++? On Bah, appelait avec le truc pointé, là, je sais pas comment on appelle ça. Déjà. notation pointée. En fait, si c'est une méthode, mais l'indexation n'est pas une méthode. Comment on Ah oui, indexe oui, un non, bah tableau là, je l'appellerais. on va prendre i inférieur à 10. On va prendre i plus plus. Bon. Donc, on parcourt de 1 jusqu'à 10. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce que je fais. Donc, je vais indexer. Lorsque je fais AD, vous voyez la puissance en fait. Oh, A, c'est quoi? A est de type A, c'était même une classe. Vous voyez qu'on a suggéré l'opérateur d'indexation sur ce qui sur A. A qui était quoi? Une classe qui permettait de créer les tableaux. C'est la surcharge qui nous permet de faire ça. Est-ce que d'office, on peut faire ça sur un objet? Parce que c'est un type générique qu'on a créé et on a surchargé l'opérateur pour dire que lorsqu'on va faire ça, sur un objet du type générique T, fait ceci. Et il comprend directement en fait. C'était ça en fait l'objectif des surcharges, si vous vous rappelez très bien. Donc, on peut donc faire Oui. un affichage ADI. On peut même faire, ça comment? On peut même faire des opérations. Hein. Il peut même faire ADI reçoit quelque chose plus quelque chose. Donc, il peut même ADI reçoit par exemple. On peut même dire, on va faire ça comment? On peut dire prendre I plus 1. Mm. Fois, à chaque fois, ça va prendre I. Additionner 1 et multiplier encore fois lui-même. Même point virgule. Il fait ça même 3 fois. Après, il fait un affichage. Bon, maintenant, il peut faire la même chose pour les doubles. Donc, il peut prendre ça. Puisque c'était un double, qu'est-ce que je fais? Bon, comme c'est un double, je vais mettre un point. 1, 1.1. J'enregistre. Il fait maintenant mon affichage. Donc, pour I allant de 0, I inférieur à 10, I plus plus. Il fait tout simplement un cout. Cout de qui? Bah, de ADI. De ADI. Ouais, ici, là, on peut changer parce que si on fait ça, si on ne change pas, ça va écraser. On peut prendre plutôt B ici. Il va falloir créer ça en même temps un B. Ok, et ADI.
Encore rejeter, opérateur de résolution de portée. Sortie standard autant pour moi. BDI. On va afficher les éléments de ADI, qui sont les éléments qu'on aura là. Et maintenant, les BDI, même chose. Si là, je peux mettre un espace, parce que j'ai fait un see out de ça. Après ça, je mets peut-être un espace pour qu'on puisse bien voir. Et remet l'opérateur là. BDI. Pour à chaque fois, on peut à la ligne. Bien voir. Avec le N-line. Ok. Avec ça, c'est censé marcher sans problème si je n'ai pas fait une erreur quelque part. Voilà, il y a une erreur ici. Donc, for in i allant de 0, i inférieur à 10, i plus plus, si out ADI, out ADI, opérateur de résolution de portée. Sortie standard, BDI, il y a un problème ici. Vous voyez que l'affichage en C++ est un peu très compliqué. Mm. Dans certains langages, il fonctionne facilement. Vous voyez que ça marche correctement. Donc, ça a Ouais. pris. L'un, ça a multiplié. Enfin, ça fait le calcul demandé en fait et ça a affiché. Vous voyez donc qu'on a ici là créé une classe générique. Une classe qui peut prendre les types qu'elle veut. Et on a instancé deux objets de ce type-là et manipuler ces objets-là. Ce sera très intéressant lorsque vous allez travailler sur des projets grande envergure. C'est ça l'utilité en fait des classes templates. En fait, c'est pas compliqué. C'est juste qu'à l'utilisation, c'est vous qui allez voir maintenant dans quel cas vous utilisez, dans quel cas ne pas l'utiliser. Forcément, l'utilité sera toujours, va se faire ressentir lorsque vous allez voir que votre code est dupliqué. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsque vous faites par exemple des logiciels, au départ, lorsque vous concevez, vous mettez en fait à vous analysez, vous concevez, vous mettez à coder. Alors par la suite, vous allez voir que bon, lorsque vous faites le coder le plus souvent, il y a ce qu'on appelle la phase de refactoring. Vous allez repasser pour voir votre code. Il y a ce qu'on appelle le code review. Alors, lorsque vous allez visiter votre code, vous allez voir qu'il y a les parties du code qui se dupliquent. Et vous voyez, vous allez voir que non, ici là, on a besoin d'un template. Parce que vous allez voir, vous essayez de comparer par exemple un étudiant par exemple avec un enseignant, et pourtant ils ont des données semblables. Vous allez voir que non, un template sera intéressant ici parce que on connaît les données d'un étudiant, on connaît les données d'un enseignant. Fait un template directement qui va prendre les deux types en paramètres et les comparer en fonction des différents champs va faciliter ou bien va faciliter le programme de vite s'exécuter. Vous allez voir que c'est comme ça que vous faites en fait. Lorsque vous avez fait la revue de code, vous allez refactorer votre code. Donc, ce sont les étapes qui viennent souvent lorsqu'on refactore le code. Ou bien vous décidez, lorsque vous avez bien étudié le projet, vous voyez que non, ici j'ai directement besoin des templates. Une autre remarque avant qu'on ne termine, c'est que lorsque vous définissez en fait, que ce soit un template de classe, vous pouvez donner une valeur par défaut au type de paramètre template. Donc là, par exemple, lorsque j'ai déclaré ma template ici, vous pouvez donner une valeur par défaut. Vous dites que par défaut, mon type, par exemple, là, c'est un entier. Je peux faire ça en fait. Donc, si je fais ça, il n'y a pas de souci. Quand je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par défaut, si l'utilisateur ne précise pas, alors je prends par défaut un entier. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez demandé qu'on déclare directement sans préciser le type. Ça ne veut pas marcher parce que là, on n'avait pas défini quoi? On n'avait pas défini un type par défaut. Donc, du coup, comme vous avez dit qu'on met directement, on crée directement la variable sans mettre le type générique. Si on enlevait ça, ça ne devait pas marcher. Mais maintenant, là, il peut fonctionner parce qu'on a modifié cela. Parce qu'il y a un type par défaut qui sera défini. Donc, du coup, on n'aura plus besoin de vérifier cela. Donc, à la compilation, il va savoir directement que c'est un entier. Donc, ça passe.